Bonjour, bienvenue au Financial Innovation Day pour ce premier plateau télé organisé avec Finance et Conseil Méditerranée. Nous allons parler de la première phase, puisque c'est le premier plateau du télé, c'est l'amorçage. Comment est-ce que lorsque l'on lance son entreprise, on se finance ? Comment les dispositifs différents qui sont dans notre région s'emboîtent ou ne s'emboîtent pas, quelle cohérence ou quelle incohérence il y a entre eux. Nous avons avec nous Isabelle Corbin qui est directrice de Pays d'Aix Développement, Charles Richardson qui est président de Provence Business Angels, Stéphane Simoncini de Crédit Mutuel CIC Innovation. Et puis notre témoin du jour, c'est Gauthier Brosse, qui est de la société Atayenne, qui a développé des applications innovantes sur Facebook. On va tout de suite commencer avec vous, Isabelle Corbin. Bonjour. Pays d'Aix Développement, vous avez de nombreuses entreprises qui sont dans vos pépinières, que vous voyez. Comment la phase de l'amorçage est reconnue comme une phase sensible ? Comment vous voyez cette problématique et comment vous avez été amené à mettre au point des outils et comment vous faites appel aux autres outils qui sont représentés à ce plateau ? Bonjour. Donc Pays d'Aix Développement, juste pour resituer, effectivement nous gérons les pépinières et hôtels d'entreprise du territoire du Pays d'Aix. Et en termes de financement de la phase d'amorçage, bien avant d'avoir pris la gestion des pépinières, nous avions mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif d'amorçage de Provence, qui a une particularité, c'est qu'il intervient avant la création de l'entreprise. Donc avant d'avoir son cabis, il faut être clair. Exactement. C'est même un impératif, une règle du jeu du dispositif, puisqu'on s'est rendu compte, il y a déjà 12 ou 13 ans, quand on a mis en place le dispositif, qu'il existait un vide dans la chaîne du financement de l'entreprise. Au moment où le chef d'entreprise commence à constituer ses fonds propres, qu'il a fait un petit peu appel à tout ce qui est love money, qu'il a encore à financer de la R&D, un prototype, une pré-série, un ensemble de dépenses de validation par des études techniques. Et donc on s'est dit, c'est à ce stade qu'il est intéressant de créer quelque chose. À l'époque, on a eu la chance de pouvoir bénéficier du fonds de reconversion des Charbonnages de France. Et on a mis en place ce dispositif qui intervient donc avant la création de l'entreprise. C'est un prêt d'honneur à taux zéro, sans caution ni garantie. Quel niveau le prêt ? Alors le niveau, c'est un ticket qui est plafonné à 40 000 euros. Et concrètement, on intervient entre 20 000 et 40 000 euros, avec des dépenses affectées, on va dire. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ne peut pas faire ce qu'il veut, le mettre au capital, acheter une voiture ou autre chose. C'est des dépenses qui doivent servir vraiment à de la R&D, à l'élaboration, entre autres, du prototype, la rédaction de brevets, des dépenses très amont. Donc c'est un dispositif d'amont. Par la suite, dans ce que vous constatez là, les difficultés pour l'amorçage ou les dispositifs qui fonctionnent pour les entreprises, lesquels vous préconisez à ceux qui ont passé ce stade de la création et qui sont maintenant en première exploitation ? Alors déjà, au stade où intervient le dispositif d'amorçage, on pose toujours la question à l'entreprise de savoir si elle va travailler avec un labo de recherche publique. Dans ce cas-là, qui interviennent au même stade que le DAP, on va retrouver les incubateurs, par exemple, que ce soit Impulse ou Belle de Mai. Et ensuite, à partir de la création, effectivement, on va avoir des prêts de PACA Émergence, on va retrouver les prêts de BPI France. Et à partir du moment où la société est créée, je crois qu'il existe quand même des dispositifs qui peuvent aider le jeune chef d'entreprise. Après, on a les business angels. Les choses se déroulent plus facilement. D'accord. Alors, on va passer aux business angels. Charles Richardson va nous en parler. Après, s'il vous plaît. Dispositif d'amorçage de Provence, DAP. Ouais. Charles Richardson, donc bonjour. Pour les business angels, on a entendu qu'ils interviennent donc après la création. Vous pouvez nous redire le processus dans lequel vous vous inscrivez, dans lequel on peut se dire on peut faire appel aux business angels ? Une fois la société créée, les prêts d'honneur, les prêts de toutes les institutions publiques, la Love Money et la société lancée qui a déjà un peu de chiffre d'affaires et que vous avez besoin d'argent pour aller plus loin, pour pouvoir vous développer, vous pouvez faire appel au business angel.
Alors, quels sont vos critères? Parce que vous avez ici des entreprises, je suppose que vous n'avez pas financé tout le monde, à moins que. Comment vous regardez, comment ça se passe quand on se dit, tiens, voilà, on a des porteurs de projets ici, ils viennent vous solliciter. Quel va être le processus que va suivre le dossier? Comment vous allez l'examiner? Alors évidemment, on ne finance pas tout le monde puisque les business angels investissent leur propre argent, donc ils font assez attention. Et puis en espérant avoir un retour et aussi en espérant que la société marche et apporte quelque chose de nouveau. Donc l'innovation est assez fondamentale. Il faut qu'il y ait un fort potentiel de croissance sur ces sociétés-là. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est évidemment le marché, la concurrence, le produit, la techno, le service. Mais avant tout, le plus important aujourd'hui pour le business angel, c'est l'équipe. C'est la force de l'équipe. Voilà, c'est le critère déterminant, c'est ça aujourd'hui. Comment, une fois que vous avez sélectionné, vous dites, voilà, il y a une boîte, elle a un fort potentiel de croissance, on se dit, c'est pas trop mal, il y a une équipe qui tient la route, je suppose que là encore, vous avez un examen et que les porteurs de projet n'ont pas fini leur parcours. Alors concrètement, en fait, les porteurs de projet nous envoient des dossiers, on reçoit environ entre 150 et 200 dossiers par an, on fait un premier tri sur dossier, ensuite Carole Florissione, qui est la déléguée générale en ce qui concerne en tout cas PBA, Provence Business Angel, appelle les dossiers qui paraissent intéressants, elle échange avec eux. Si elle est convaincue, elle les convoque, elle passe 2-3 heures avec eux. Et enfin, si après cette sélection-là, elle est toujours emballée, ils sont convoqués ils sont convoqués, ils sont appelés à venir passer un pitch qui dure 5 minutes plus 5 minutes devant le réseau de Business Angel en comité d'investissement. Si ce pitch est convaincant, il y a 2-3 business angels qui se portent volontaires pour instruire le dossier, c'est-à-dire analyser en profondeur, qui vont passer quelques heures avec les porteurs de projet et qui vont valider ou pas le dossier à la suite de ces quelques heures. Il y a un processus un peu long. Si le dossier est validé, les porteurs de projet reviennent présenter leur projet sur une présentation plénière, 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions. À la fin de cette présentation, on décide, chacun des membres présents décide ou pas d'investir dans le dossier. Voilà. Et là, vous en traitez combien par an? Vous en retenez combien à peu près? Ça dépend des années. Il y a des bonnes années on va dire entre 2 et 8. Voilà. Il y a des bonnes années. L'année dernière, on a fait une année assez exceptionnelle puisqu'on a financé 8 projets, 5 amorçages en premier tour. Pour 1,2 million d'investissements directement par les business angels avec un effet de levier de 3 grâce aux fonds institutionnels et à d'autres partenaires. D'accord. La particularité des business angels, c'est aussi qu'une fois qu'ils ont financé, ils sont encore là. C'est-à-dire que ce sont des actionnaires actifs. Ils sont là une fois ils sont là avant de financer, puisque toute la phase d'instruction, c'est une phase aussi où parfois les porteurs de projets revoient des choses sur les conseils grâce aux échanges avec les business angels. Souvent dans les instructeurs, il y a des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent l'environnement dans lequel ils évoluent, donc ils sont capables d'apporter des conseils intéressants et de donner des contacts intéressants. Et puis c'est une phase qui est parfois un peu longue, donc jusqu'à la levée, entre le premier contract et la levée, il se passe plein de choses. Et si on est engagé, il faut que la société continue à travailler et à fonctionner. Donc on donne des conseils à ce moment-là. Et une fois que la levée est faite, on accompagne effectivement on continue à accompagner les entrepreneurs. En général, les 2 ou 3 personnes qui ont instruit le dossier sont membres du comité de surveillance ou comité stratégique, on appelle ça, suivant comment on appelle ça, et qui se réunit tous les trimestres. Donc à cette occasion, ils échangent. Et puis ils échangent aussi très régulièrement à la demande des entrepreneurs, si un besoin se voit le jour. Et ils peuvent aussi faire appel au réseau de manière générale. L'avantage aussi, à tous les gens qui ont investi, puisque nous, on a un réseau de business angels sur les dossiers entre 10 jusqu'à 20 business angels qui investissent sur un dossier. Et tous ces gens-là sont évidemment prêts à mettre à disposition des entrepreneurs qu'ils accompagnent, qu'ils soutiennent, leur carnet d'adresse, leurs compétences, à les encourager. Voilà. Merci Stéphane Simoncini. Vous représentez le CIC, mais un dispositif particulier dont vous allez nous parler. Mais traditionnellement, quand on explique le financement, on dit
l'amorçage, c'est plutôt pas vers la banque qu'il faut aller parce que c'est très risqué, que le banquier il aime bien avoir 2 ou 3 bilans et il n'a pas encore 2 ou 3 bilans par définition. Donc vous dites par contre, vous avez un dispositif spécifique au CIC que vous avez décidé de mettre en place pour l'amorçage. Effectivement, d'abord on n'est pas une banque, on est une filiale de banque. Oui, donc on fait le groupe c'est le CIC. Exactement, le groupe Crédit Mutuel CIC. On fait un métier très proche de celui des business angels. Puisqu'on accompagne en fonds propres les entreprises qu'on finance sur des stades de développement qui sont assez étendus. Et en ce qui concerne l'innovation, ça va de l'amorçage. En général, on intervient juste après les business angels. En général, parce que des fois, on intervient en même temps. Jusqu'à des phases où les entreprises sont très matures, font du chiffre d'affaires, sont même parfois déjà rentables. Donc voilà, donc nous, on est... On accueille les entreprises même si elles n'ont pas 3 bilans derrière elles et si elles n'ont pas de la rentabilité. Donc le fil pour vous trouver, c'est un guichet CIC, c'est Internet, c'est quoi? C'est n'importe quel guichet CIC ou Crédit Mutuel. Mais on a bien sûr tout ce qui va bien en termes de communication Internet et classique. Hein. On essaye d'être assez présent dans les organes territoriaux qui sont proches de l'innovation. Étant une structure où on n'est pas très nombreux puisqu'on est 6 investisseurs, on ne peut pas participer à tous ces organes régionaux. Donc, merci d'être là. Voilà. Voilà, donc vous pouvez nous trouver assez facilement, notamment via le CIC. Qui a un grand stand juste derrière. Si je prends vos critères de sélection, parce que vous prenez, là aussi vous êtes sélectif, vous l'avez dit sur vos dossiers, quel sera votre regard? Qu'est-ce qui va être à la fois rédhibitoire et positif? Alors, notre offre est assez variée. Donc, l'offre la plus classique, c'est CMCC Innovation qui la porte. Et ce qu'on finance, c'est l'innovation technologique chez CMCC Innovation. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on n'aura pas d'innovation technologique, ça sort de notre scope. Mais une fois qu'on est dans l'innovation technologique, ce qu'on va regarder en premier lieu, ce sont les managers qui portent le projet. Parce qu'investissant les fonds de la banque et non pas les fonds des clients de la banque, on a vraiment le temps devant nous. Et donc, quand on investit dans un projet, on accompagne une équipe qui a structuré son projet au moment où on entre. Mais comme on est là sur le très long terme, entre le moment où on entre et le moment où on sort, le projet aura beaucoup évolué, mais pas l'équipe. L'équipe sera restée la même, le noyau de l'équipe sera resté le même. Et donc les hommes sur qui on s'appuie, c'est le premier critère de sélection. Alors on a un témoin avec nous donc, pour la société Atayant, c'est Gauthier Brosse. Gauthier Brosse, dites-nous d'abord qu'est-ce que vous faites à Atayant? C'est des applications pour Facebook? Voilà, alors nous développons des applications tierce party pour Facebook. En l'espèce, on fait un système qui va récupérer les posts qu'on fait des pages entreprises et à ce moment-là, on va générer une newsletter à partir de là et l'envoyer à tous vos contacts, la base de données de clients que vous pouvez avoir. Donc on répond au besoin de créer rapidement une newsletter et de l'envoyer à sa base de contacts. Donc ça, c'est une application qui se trouve comment? On l'achète, on la loue, Vous pouvez aller directement sur Facebook, ça s'appelle Automatic Newsletter, le nom n'est pas très compliqué. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et ne dites pas que c'est gratuit, vous n'allez pas gagner de votre vie, vous n'allez pas convaincre un business angel en disant que vous faites tout gratuit. Oui. Une fois que vous avez passé une limite et que vous avez beaucoup de résultats, on va vous offrir la possibilité. Là, vous nous appâtez avec du gratuit, quoi. Oui, voilà. D'accord. Mais la version gratuite marche très bien pour beaucoup de business. Alors, racontez-nous un petit peu la partie financière. Je sais que ce n'est pas votre premier job, mais quand même, vous avez créé votre société en 2014. Oui. Quelles sont les étapes et quels sont les gens qui vous ont financé à ces différentes étapes? Dans la vie de l'entreprise... Mettez le micro bien près. Pardon. Dans la vie de l'entreprise, on a connu quelques étapes de financement qui ont commencé quand j'ai rencontré Steve Rosenblum, qui était le fondateur de Pixmania. Donc, on est rentré dans son fonds qui est .corp Asset Management. Qui lui-même nous a ramené Kima Venture, donc le fonds de M. Xavier Niel. Et de là, après, on a eu d'autres investisseurs qui se sont greffés pour nous suivre dans toutes les étapes de l'entreprise. Après, vous avez eu des fonds qui sont venus? Des particuliers. Des particuliers? Oui, des particuliers, des investisseurs qualifiés dans le sens où ils ont un certain portefeuille qui est déjà investi. Des business angels, je pense qu'on peut les appeler comme ça. Comment ça se passe avec la banque?
Bon, j'ai pas de très bonne relation avec les banques de manière générale. D'accord. Voilà. Bon, c'est intéressant. Jusque-là, on a fait sans eux. Généralement, je viens d'apprendre pour le CMCIC, mais généralement, les banques ne financent pas le haut de bilan, c'est-à-dire tout ce qui va être ressources humaines, et ne financent que les voitures, les ordinateurs. C'est vrai que quand on a une entreprise comme une entreprise Internet, dans laquelle on va avoir besoin de ressources humaines pour travailler, vous ne pourrez pas compter sur votre banquier. Non. Vous avez combien de salariés? Actuellement, on est à peu près à 7 salariés. D'accord. Voilà. Et dans la phase de développement, vous pensez que vous allez avoir un développement futur sur... Oui, on espère se développer, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais pour l'instant, avec 7 salariés, ça marche très bien. Donc, les applications sont assez simples. On n'est pas en train d'inventer le Uber du Airbnb, donc ça marche très bien comme ça. Très bien, merci. Alors maintenant, si vous avez des questions, on vous donne la parole, ou si vous voulez intervenir dans ce premier plateau qui porte sur l'amorçage, je le rappelle. Oui, allez-y. Bonjour. Concernant DAP, le prêt d'honneur, si on est dans une logique start-up avec un break-even qui va être peut-être sur 3 ans, le prêt d'honneur doit être remboursé à quel moment? Alors, on finance de l'innovation technologique. Donc, on a mis en place un différé de remboursement, justement. Et le remboursement est prévu soit à partir du premier exercice bénéficiaire de l'entreprise, soit 3 ans après sa création. Et le remboursement est échelonné sur 5 ans, donc en 60 mensualités. C'est pas mal comme condition, hein. C'est pas mal. Qui d'autre veut interroger, questionner? Oui. Bonjour monsieur, dame. Donc ça s'adresse à monsieur qui est Business Angel. Je voudrais savoir la part de confidentialité. Comment est-ce qu'elle est gérée quand on a un projet qui est ultra confidentiel, de très haute technologie, et qu'on va présenter ça finalement en ouvrant, je dirais, notre espace au Business Angel, alors que bon, derrière, quelle garantie on a que ça ne soit pas pris à titre personnel à un moment donné ou à un autre, quand il y a vraiment des gros enjeux financiers? On signe un engagement de confidentialité auquel on se tient. Jusqu'ici, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Mais de toute façon, très souvent, les entrepreneurs ont peur de ça. Ils ont peur qu'on leur pique leur idée, ils ont peur qu'on leur pique leur techno. Déjà, la techno, si elle est vraiment pointue, on n'y comprendra rien. Et votre idée, elle ne fait pas la différence. Ce qui fait la différence, c'est comment vous allez l'exécuter. Et quelqu'un qui pique une idée qui va plus vite que vous, ça arrive très rarement. Et c'est vraiment quelque chose dont on a, qui n'est pas vraiment rationnel, en fait, la peur de l'idée, la peur de la perte de l'idée, quoi. Gauthier Brosse, quand vous développez vos API, vous avez peur qu'on vous pique les idées ou... Je rejoins tout à fait mon ami à côté. Et en fait, l'idée, tout le monde, il va y avoir 1000 personnes qui vont avoir l'idée, il va y en avoir 100 qui vont l'exécuter, 10 qui vont avoir de la chance et qui vont trouver on va dire leur client, et après il en restera 3. Donc je ne pense pas qu'il y ait une idée en elle-même qui est révolutionnaire. Et souvent d'ailleurs on voit que les inventions ont été inventées par hasard. Le post-it, il y a comment ça s'appelle, le faux sucre là. L'aspartame, ça a été inventé par hasard, donc, et comme si l'idée elle est vraiment géniale, elle va quand même nécessiter une exécution. Alors à moins que ce soit une idée géniale et qui ne nécessite pas d'exécution, à ce moment-là n'en parlez pas, ou sinon vous avez tout intérêt d'en parler pour justement la mûrir avec les intervenants, et d'autres personnes vont se gréver. Ça va être ce qu'on appelle la mémétique, la génétique de la pensée. Merci. Qui d'autre? Oui. Bonjour, Laurent Boy, je travaille pour un incubateur, mais plus sur l'innovation sociale en fait. Et je voulais savoir si, dans le cas des Business Angels, avec des AP ou ce type de choses, vous intégriez également l'innovation sociale dans vos critères liés à l'innovation. Je sais que maintenant la BPI a le FISO, qui intègre l'innovation techno, mais aussi sociale. Et là, maintenant, on a de nouveaux outils comme investir en... Bon, quand c'est des assos, parfois c'est des assos qui portent l'innovation sociale. Il y a les titres associatifs qui sont plutôt des emprunts obligataires. Et maintenant, il y a les contrats impact social, social impact bond. Je voulais savoir si vous avez eu vent de ces nouvelles modalités de financement et si c'était un secteur qui vous intéressait. Oui, PIDEX Développement, oui. Isabelle Corbin. Donc on a eu vent, effectivement, le dispositif d'amorçage de Provence est par contre structuré pour financer de l'innovation technologique parce que les dépenses éligibles
ce sont des dépenses liées à la technologie, des études techniques, l'achat de matériel pour réaliser un prototype, etc. Et on n'arrive pas à retrouver de l'éligibilité sur l'innovation sociale, par contre. D'accord. Les business angels sont intéressés par toutes les sortes d'innovation. Innovation étant entendu comme ce qui est de nouveau par rapport à ce qui existe déjà, voilà, qu'elle soit sociale, managériale, technologique. Ok, merci. D'autres questions? Oui. Mélanie Anzer. Je suis en train de monter une application qui permet de réserver des activités de loisirs à la dernière minute. Un peu le last ticket, c'est ce last ticket. Le last minute, c'est des activités de loisirs. Moi, j'ai des questions par rapport pour Monsieur Richardson. J'ai une première question. Il y a combien de business angels chez Provence Business Angel? Un deuxième point, est-ce que du coup vous avez des relations avec, parce que c'est Provence Business Angel, est-ce que vous avez des relations avec les autres business angels dans les autres régions? Et voilà. Aujourd'hui, le réseau Provence Business Angel comprend 55 business angels et on est en relation avec tous les réseaux business angels de la région en relation étroite, avec qui on échange beaucoup et on co-investit très régulièrement, mais aussi avec d'autres réseaux partout en France. Voilà. Ça dépend des dossiers. On a des dossiers qui viennent d'ailleurs, qui ont été vus déjà par d'autres réseaux, mais qui n'ont pas la capacité de financement totale sur certains dossiers. Et donc les porteurs de projets vont voir d'autres réseaux, ils peuvent tomber sur nous et on peut être intéressé. Et donc on investit avec d'autres réseaux. Ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est la capacité des business angels aussi à déclencher d'autres financements. Et là aussi, je pense que d'abord c'est un signe de fiabilité quand on a passé le cap de vos jurys de business angels, mais en même temps, vous avez des accords spécifiques qui vous permettent d'avoir des cofinancements sur vos investissements. Tout à fait. Donc on est souvent déclencheur d'autres financements, des financements de fonds institutionnels, mais aussi de fonds privés. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec PAC Investissement, par exemple. On vient d'être labellisé par le fonds e-Source, Angel Source exactement, qui est un fonds qui investit que sur des dossiers traités par des business angels et validés par des business angels à 2 pour 1. C'est-à-dire que si les business angels investissent 100, ils peuvent investir 200. Ah oui, donc voilà. C'est un effet démultiplicateur. Merci. Qui d'autre veut intervenir? Allez. Bonjour, donc je découvre cet univers, parce que moi je travaille dans un groupe déjà constitué. Je voulais savoir quel est le mode de rémunération. Donc j'ai compris que là on avait des prêts, donc on connaît, mais justement dès lors qu'il y a de l'investissement dans une entreprise, sur le moyen et le long terme. Rémunération de qui? Rémunération des investisseurs. Des investisseurs. Ben, quand on est investisseur, en fait, je parle pour nous, mais il y a différents outils qui nous permettent d'apporter du capital ou des ressources à l'entreprise. Quand on apporte du capital, on devient actionnaire. Et pour se rémunérer, en tout cas ce qui nous concerne, c'est uniquement quand on vend. Donc c'est 7 à 9 ans plus tard. On est rémunéré. Votre période, si c'est 7 à 9 ans, vous dites? C'est la moyenne, oui. Oui, d'accord. On peut faire beaucoup plus long. Hein. Mais donc ça veut dire qu'on est rémunéré que si on a une plus-value. Il n'y a pas de charge spécifique qu'on fait porter à l'entreprise. Les deux caractéristiques des financiers, c'est que c'est un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que vous n'avez pas vocation à rester éternellement l'actionnaire d'eux. Là, vous êtes un peu plus long que d'autres investisseurs, c'est déjà intéressant. Mais vous allez sortir. C'est à la sortie qu'on va regarder, et c'est pour ça qu'on regarde la valeur et l'effet des multiplicateurs qu'il y a, parce que c'est la valeur à la sortie qui vous intéresse. Exactement, parce qu'on on rentre sur une certaine valeur d'entreprise. L'objectif, c'est d'aider l'entreprise à croître par les fonds qu'on apporte, mais pas aussi par les réseaux qu'on apporte au chef d'entreprise, par l'expérience qu'on apporte aussi au management, par le fait qu'on est présent dans les organes de surveillance et par tout le réseau d'expertise qu'on met à la disposition du chef d'entreprise. Et on espère qu'après ce laps de temps, l'entreprise vaudra plus cher et qu'on pourra... Une bonne vente et vous retombez sur vos pieds largement. Oui, on essaye. On essaye. Charles Richardson, l'espoir du Business Angel, c'est à la session que ça se passe. Complètement. Et on n'est pas tellement intéressé par le dividende et on est très ennuyé quand les porteurs de projets, les chefs d'entreprise dans lesquels on a investi ne veulent pas vendre. Quand on est scotché, quand on dit. Parce qu'on est scotché, exactement.
Voilà. Très souvent, de toute façon, dans l'investissement. La période moyenne d'amorçage. des BA dans le capital d'une société, c'est combien dans votre club à peu près? On dit que c'est 7 ans, mais finalement, le réseau existe depuis 10 ans, donc on n'a pas beaucoup de recul, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Mais votre volonté, c'est qu'effectivement le chef d'entreprise prévoit qu'à un moment donné, il devra trouver un relais de financement en dehors des business angels. C'est une des questions qu'on leur pose toujours, la perspective de sortie. Voilà. C'est difficile à imaginer pour un chef d'entreprise de se dire, voilà, j'ai des gens chez moi, mais c'est que pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Très souvent, ils ont l'intention ils voient la chose comme ça aussi de plus en plus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont envie de monter. C'est des entrepreneurs qui aiment innover, démarrer une activité, impulser. Une fois que ça tourne, ça les intéresse. Ils montent un autre projet, quoi. Voilà. Ils passent à une autre histoire. Ouais. D'accord. D'autres questions, vous en aviez? Ouais. Bonjour, Bilal Ben Khalifa, Société Book & Go. On est spécialiste de la réservation exclusivement sur mobile. J'ai une question au niveau de la temporalité entre la prise de contact avec banque ou business angel. Je vois que maintenant les deux peuvent se marier ensemble. Et les fonds débloqués pour la société. Sachant que, juste pour terminer, j'imagine que vous avez ce cas au quotidien. Il y a toujours un aspect critique pour la start-up, du timing et du développement du produit pour le lancement et la commercialisation. Alors les délais, c'est toujours un peu compliqué cette question des délais. Une des forces des réseaux de business angels, c'est qu'on est capable d'aller très vite. Ça peut se faire en 2 mois, on l'a déjà fait. Vous venez pitcher une fois 5 minutes. Dans les 2 semaines qui suivent, vous voyez les trois. Ça peut arriver hein, quand on a besoin d'aller vite. De toute façon, c'est tous les mois, on a un comité d'investissement. Donc, dans ce laps de temps, dans ce mois-là, vous rencontrez les instructeurs. Ils valident le dossier, vous venez 20 minutes plus 20 minutes. La décision d'investissement est faite à ce moment-là. Ensuite, il faut régler le pacte d'actionnaires. Tout ça, ça prend un peu de temps. Mais on a déjà fait des levées en 2 mois. On en a fait une cette année, en avril, sur un dossier dans l'immobilier qui s'appelle Itimo 9. Voilà. Alors votre période pour le CMCIC? Nous, c'est plus long. Parce que en moyenne, c'est 5 à 6 mois. Entre le moment où on se rencontre et le moment où les fonds sont sur vos comptes. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Et connaître le projet, connaître la techno, ça va assez vite. Mais se connaître entre hommes, pour dire oui, c'est bien avec cette personne qu'on veut s'engager sur le très long terme, eh ben, on pense qu'on a besoin de ce temps minimum pour être sûr de la décision. Il y a aussi ce que vous n'avez pas dit, je pense que vous le vivez aussi, c'est que entre le moment de la première présentation et le moment où vous allez financer, il y a souvent une évolution ou du business model ou du projet, parce que le dialogue que vous avez avec le porteur de projet peut faire évoluer aussi un certain nombre de conceptions ou de calendriers, de choix stratégiques, parce que vous avez entamé un dialogue. Et là, c'est un peu plus long parce qu'il faut effectivement revoir les perspectives et que là, il y a un temps de maturation différent. C'est pas mécanique. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est dans l'évolution d'un projet. C'est quelque chose de très fort. Et on le voit sur tous les porteurs de projets. Il y a toujours entre le premier pitch que l'on voit, quand la première rencontre, quelle qu'elle soit, et puis l'évolution quand il y a le financement, c'est pas tout à fait la même entreprise. C'est comme la vie, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Le business plan, ça arrive jamais, ça se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais comme on a prévu. Donc c'est pour ça que c'est l'équipe qui est importante, c'est-à-dire comment ils vont réussir à s'adapter à tous les changements qui arrivent, quoi. Je réagis juste à ce que vous avez dit. Nous, en moyenne, c'est aussi plus long, c'est plutôt 4 mois, mais ça nous arrive d'aller très vite. Et en effet, quand c'est plus long, on voit beaucoup de choses, on voit comment les gens réagissent, comment ils s'adaptent, comment ils écoutent. L'écoute est vraiment un critère dont on n'a pas parlé parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais l'écoute des porteurs de projets, c'est très important. On a des porteurs de projets qui sont bons, qui réfléchissent bien, qui fassent des choses, mais ils n'écoutent pas. Et ça, c'est éliminatoire pour nous, quoi. S'ils ne sont pas capables de nous entendre, c'est difficile. C'est un critère qui paraît étrange, mais qui revient depuis dans plusieurs débats, c'est cette capacité du porteur de projet. Écoutez, celui qui fonce dans son projet et qui dit n'importe comment, les autres, ils ne m'écoutent pas, c'est pas le bon. Il doit prendre en compte un peu ce que vous dites, il doit savoir quelles sont vos attentes. Cette capacité d'écoute semble un critère de choix qui est de plus en plus prégnant.
Ouais, effectivement, il faut qu'ils nous écoutent, mais il n'y a pas que nous. C'est toutes les personnes qui entourent le porteur du projet, que ce soit quel que soit le type de conseil, hein, qu'on soit des conseils stratégiques, des conseils en finance, des conseils en industrialisation ou autre. Le porteur de projet, il n'a pas la science infuse sur tous les sujets, donc il est important qu'il sache écouter et évoluer en fonction des conseils qu'il a reçus. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on voit les profils de chefs d'entreprise qui ont réussi, c'est des vrais capteurs, ils écoutent tout. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ils écoutent beaucoup. D'autres questions? On a encore 2 ou 3 minutes si vous souhaitez, vous avez des interrogations. Oui, encore, allez-y. Je voulais savoir, toujours sur le timing, si on a besoin de fonds dans un délai, par exemple, de 8 à 12 mois. Est-ce qu'il vaut mieux venir se présenter pour que vous suiviez le projet bien en amont, ou il faut vraiment attendre d'avoir des KPI un peu installés, ou une bêta qui a déjà un peu tourné pour que ce soit un peu plus concret? En ce qui nous concerne, pour nous, on préfère, hein, parce que ça veut dire que dans ce laps de temps, on a vraiment le temps de voir évoluer votre projet avec vous, de voir comment vous faites face aux situations que vous rencontrez. Et au moins, on ne sera pas dans un rush en disant voilà, on a besoin de l'argent rapidement parce qu'on a un problème de cash à court terme. Donc ça nous laisse vraiment le temps de mieux se connaître et de mieux voir comment vous réagissez. Donc c'est idéal. Charles Richardson. Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que évidemment c'est intéressant de vous voir évoluer. Et je dirais non parce que votre projet il va peut-être avoir moins de mordant s'il n'y a pas de matrix et s'il y a juste une idée, quoi. Donc c'est vraiment, ça c'est le bon timing et il faut venir au bon moment, quoi. Moi je vous donne le conseil de porter une grande attention à la maturation de votre projet avant d'aller voir les financeurs. C'est normal qu'on cherche le deal flow, on cherche le contact et ils font leur job, ils ont raison. Mais moi ce que je dis c'est que vous avez intérêt à avoir une bonne maturation de votre projet pour qu'il soit entre guillemets bankable, qu'il soit solide, plutôt que d'arriver sur quelque chose qui pourrait être boiteux et qui installerait peut-être une défiance sur le dossier qui aurait du mal à se redresser par la suite. Donc il faut faire très attention au premier contact avec un financeur. Le premier contact avec un financeur, c'est un contact qui est stratégique, qui est fondamental. Vous devez avoir quelque chose qui est fiable, qui est structuré, et même si ça doit évoluer dans le temps, ça doit être déjà quelque chose qui instaure la confiance sur votre capacité à porter le projet au long terme. Donc faisons attention au premier contact. Dans les incubateurs, dans les structures d'accompagnement, dans les formations, on en parlera cet après-midi, il y a des tas de structures qui vous aident à le maturer pour que vous soyez effectivement en capacité à répondre aux attentes d'un financeur. Les financeurs ont des attentes spécifiques qui ne sont pas forcément ce qu'on a dans la tête quand on est porteur de projet. Il vaut mieux se préparer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper, ça je pense qu'il faut anticiper, mais être bien préparé pour que votre dossier ait toutes les chances, en tout cas d'être crédible, même si ce n'est pas le dossier final, que ce soit un dossier crédible. C'est extrêmement important d'avoir cette musculation antérieure, si je puis dire. Dernière question encore, il n'y en a plus ? Bien, je remercie nos différents intervenants, donc Isabelle Corbin, Pays d'Aix Développement, Charles Richardson pour les présidents de Provence Business Angel et Stéphane Simoncini qui est là toute la journée avec le CIC. Hein, si vous voulez le contacter, il sera là, il répondra à toutes vos interrogations. Vous pourrez échanger des cartes de visite. Et puis, si l'application de Gauthier Bros vous intéresse, je pense que là aussi, il est prêt à vous répondre. Merci à tous.